Le cœur flétri par J.G. Penders. Cher John, si 15 ans d'amitié signifient encore quelque chose pour toi, viens, tout de suite. Pardon de te bousculer ainsi, et toi, vieux ver lent que tu es, mais il faut absolument que nous tenions conseil au sujet de cette affaire avant la fin du mois. Les ides de mars tombent mardi prochain, le 31 mai. Mon avenir tout entier est en jeu et tu dois venir m'aider. C'est une chose très, très étrange, et Yonkil et moi ne sommes pas d'accord du tout. Je voudrais au ciel que nous ayons trouvé la boîte plus tôt, et que nous ayons eu davantage de temps pour en discuter jusqu'au bout. Je comprends le point de vue de Yonkil, bien sûr, et je me sens d'une certaine manière obligé de continuer. Pour elle. Mais, enfin, tu connais mon opinion sur le fait de jouer avec tout ce qui ressemble à de la magie et de la nécromancie. Yonkil dit que je suis morbide. Bon. Viens nous aider à traverser ça. Rafe, le 27 mai 1938. J'essayais de me persuader que je ne pouvais pas y aller, que je n'irais pas. Mais tandis que je formulais ces protestations en moi-même, je donnais déjà des instructions au garçon, Joe, qui chaque jour et avec une conscience admirable contrarie mes meilleurs efforts pour faire pousser des fleurs, des fruits ou des légumes. Pendant un quart d'heure environ, ma lutte vouée à l'échec se poursuivit. Joe, ce galon de désherbant, c'est pour toute la pelouse. Ne la verse pas sur une seule racine de pissenlit. C'était une de ses dernières lubies. Il les attrape comme la rougeole. Je ne me laisserai pas duper. Je ne vais pas me précipiter là-haut et abandonner mon jardin maintenant. Joe, si tu laisses ce chien entrer ses os dans la nouvelle plate-bande de Sermi, je te tue quand je reviens et je t'enterre avec eux. Baliverne, son avenir. Quelques semaines de plus changeraient tout ici. Pourquoi mardi prochain? Et n'oublie pas l'engrais pour les groseilliers, Joe. Et qu'est-ce que le diable vient faire avec la magie, avec son avenir? Non, je dirais pas. Je ne vais pas le gâcher. À ce moment-là, j'étais déjà dans le cabanon de rempotage à donner des coups de pied dans mes grosses chaussures et à me glisser à la hâte dans une autre paire, plus propre. Comme le fer vers l'aimant, je fus attiré vers la maison. Mon esprit continuait ses débats acrimonieux. Mon corps, lui, intelligemment, ne tenait aucun compte de mon trouble mental et obéissait à ma volonté. Je fis ma valise. Je m'entretins avec ma vieille gouvernante qui manifesta sa désapprobation en me servant pour déjeuner un café à queue et une omelette en caoutchouc. Puis je partis dans l'heure en laissant pour adieu des consignes de m'attendre en temps voulu par la grâce de Dieu. Il eût été plus juste de dire par la grâce du diable. Pour l'instant pourtant, par la moindre nuance de cette malveillante saturnienne qui, après 2 siècles de sommeil, commençait à se manifester, ne vint ternir l'anticipation joyeuse de revoir mon ami, Rafe Duell. Je me hissai dans ma vieille Austin 12 et j'orientai son capot cabossé vers le nord. Ces dernières heures sur la route ouverte, quand la vie était encore libre et intacte. Jamais, jamais plus, je ne connaîtrai quelque chose de semblable. Depuis, la connaissance a estropié l'imagination. Le mal a souillé chaque source de bonheur. À Chapfels, je m'arrêtai pour laisser refroidir le moteur. Tout autour, la longe jaune exhalait son parfum de miel. Les bourdons s'agitaient de ci de là, tandis que je m'étendais sur la lande à regarder des plumes de nuages blancs dériver dans le bleu. Je dormis un bref moment sur la terre tiède et respirante, avec dans les oreilles l'appel mince et solitaire des courlis, et le sentiment des collines tutélaires et sévères tout autour de moi. Dans le sommeil, la première caresse faible du mal me toucha. Je rêvais que je poursuivais ma route et que j'entrais dans une vallée sombre où, au milieu de la brume, de l'obscurité et de la confusion, je pouvais sentir l'approche d'armées invisibles et menaçantes.
Et pourtant, je devais avancer. Vite, très vite. Quelqu'un attendait. Quelqu'un était en danger. Il fallait me hâter. Je m'éveillais. Mon hémisphère ensoleillé était devenu noir et furieux. Les grandes collines se dressaient menaçantes contre des bancs de nuages d'orage. Des rafales dispersaient la floraison dorée de l'ajonc et sifflaient la tempête qui venait, au-dessus des herbes et de la bruyère frissonnante. Avec, laissé par mon rêve, un sentiment de peur pressante, je redémarrai et je descendis vers la vallée par de longues boucles de route. Et tandis que je filais dans des chemins bordés de verdure vers Keswick, cette peur persistait. Une fois la ville dépassée, je conduisais plus vite encore. Je coupais au travers de la tête de Borrowdale, sous l'ombre de Helvellyn. Puis je pris la route peu fréquentée qui menait à Brownfell. Le vieux manoir se trouvait à une douzaine de milles de la ville. Je le connaissais bien, lorsque Rafe et moi étions gamins. Les Duell avaient été de riches propriétaires terriens avant 1914. La guerre leur prit leurs hommes, et les années maigres qui suivirent prirent leur argent et leurs terres. Brownfell était à l'agonie financière, et je me demandais pourquoi Rafe n'avait pas tout vendu avant de se marier. Je n'arrivais pas à concilier ce que je savais de Yonkill French avec la vie austère et dépouillée que l'héritage de Rafe offrait. Leur rencontre, et ce mariage qui avait suivi si vite, avaient été romantiques, passionnés, une affaire de coup de foudre. Rafe l'avait arraché à un autre prétendant, très riche, presque sur le seuil de l'église, tout à fait son genre, et celui de ce sang chaud obstiné qui flambait en lui. Même la ravissante et gâtée Yonkill French y avait succombé. Mais pour combien de temps? Sa lettre à lui, à mon esprit, marquait l'extrémité mince d'un coin déjà enfoncé. J'avais rencontré sa jeune épouse à Londres, et elle ne m'avait pas plu. Pas l'épouse qu'il fallait pour Rafe, pas du tout. Je n'avais aucune idée de la chose mystérieuse au sujet de laquelle il se disputait, bien sûr, et j'aurais voulu qu'il fût plus explicite. Il préparait sans doute une bonne histoire sensationnelle pour moi. Rafe adorait le mélodrame. Enfin, je vis la masse de Brownfell se profiler devant moi, grise, et des flèches de lumière pâle percer un rideau de pluie autour d'elle. Derrière la façade nue de la colline, de larges prés en friche s'étendaient. Il ne restait que des souches de la grande forêt de pins, jadis si belle toile de fond pour la maison antique, victime de la guerre. Nulle plantation ne montrait la jeune promesse verte d'un avenir. Comme Brownfell avait l'air maigre, pire, il avait l'air sinistre. J'essayais en vain de chasser cette impression. Il y avait sur ce tas massif une expression de mauvais présage, une dureté sombre que la simple négligence des terres et la colline scarifiée ne suffisait pas à expliquer. Ma vieille voiture éclaboussa le dernier mile d'un chemin boueux entre des haies hautes et déchiquetées. La roue tournait, se tordait comme un serpent. Préoccupé, abattu, je pris un angle sec et écrasai les freins en jurant. Une silhouette haute et étonnamment agile sembla bondir juste sous le capot de l'Austin. « Rafe! Qu'est-ce que... » ?»« Salut, vieille tortue debout. Je te pardonne, ne t'excuse pas. » Il ouvrit la portière, glissa ses longues jambes sous le tableau de bord, me passa un bras autour des épaules et me lança ce sourire, ce fameux sourire, l'ancien, le familier. « Tu es un prodige, John. » Je ne comptais pas vraiment sur ta venue avant demain, mais je devenais si nerveux à l'idée que tu puisses débarquer d'un moment à l'autre que je traîne ici depuis environ 1 heure. Je n'ai jamais été aussi content de voir ta vieille tête lugubre de ma vie. Mon cœur s'allégea au son et à la vue de sa voix. Le mariage ne l'avait pas changé, du moins pas là où sa camaraderie et son affection étaient en cause. Elles étaient toujours à moi, intactes, les liens les plus chauds, les plus solides que j'eusse au monde. Je grognais et je levai sur lui un regard noir. Son visage, brun comme celui d'un gitan, s'illuminait de ce feu intérieur qui brûlait si fort en lui. Je n'avais jamais connu un homme, une femme ou un enfant avec une qualité aussi vive, aussi intense. Toujours cette crinière de Mars. J'espérais que le mariage t'aurait donné 2 grains de bon sens. Tu te rends compte que tu as pratiquement ruiné mon jardin pour les 6 prochains mois en me tirant ici. Splendide. J'ai fait de toi un héros. Il éclata en un chant sauvage, barbare,
hurla et yodela jusqu'à ce que je le noie sous le klaxon de ma voiture. C'était insensé. Et puis nous avons craqué et ri comme des hyènes. Et j'ai repris la route en me sentant plus jeune que je n'aurais jamais cru pouvoir me sentir encore. Mais 28 ans m'avaient pesé lourd depuis le mariage de Rafe. Une fois sous les toits raides à pignons de Brownfell, ma bulle de joie se creva, net. La vue de Yonkill French, ou peut-être Yonkill Duel, devrais-je dire, ramena cette peur informe de mon rêve étrange sur Chapfell. Pourquoi la simple apparition d'une fille, une princesse sortie d'un conte, aurait-elle dû accabler un homme? Je ne savais pas. La jalousie? Non. Ni de Rafe, ni de son exquise épouse. J'avais été jaloux, oui. J'avais craint qu'elle ne se mette entre nous. Je savais maintenant avec la plus absolue certitude qu'elle ne l'avait pas fait. Et je ne l'enviais pas non plus. Une femme n'a jamais réussi à réveiller en moi le frisson de joie passionnée que je ressens à la vue d'une fleur parfaite. Inutile de discuter. Je n'y peux rien. Je suis ainsi fait. Monsieur Fowler, John, je veux dire. Comme c'est merveilleux que vous soyez venu. Quel soulagement. Vous n'imaginez pas ce que j'ai traversé ces derniers temps. Comme vous êtes beau, grand et timide, n'est-il pas trop parfait, Rafe? Certainement pas. Mais je refuse de vivre avec deux êtres parfaits. John n'est qu'un homme. Comme moi. Elle lui envoya un baiser, tourna sur elle-même dans la pièce sombre aux boiseries comme une petite flamme rouge soufflée par le vent. Elle s'agenouilla devant moi et leva les mains dans une attitude de prière. Cher John, vous êtes parfait. Ah, si seulement vous pouviez vous voir, comme un beau pin solennel planté au milieu de notre bibliothèque. S'il vous plaît, est-ce que je peux vous embrasser? Il le faut. Il le faut absolument. En un éclair, elle était debout, légère, dansante, ses bras autour de moi, son visage suppliant levé vers le mien. Je penchai une tête raide et réticente, et reçus sur mes lèvres un effleurement de phalène, et je le regardais, elle et Rafe, s'étreindre en une extase amusée. Je retire ce que j'ai dit, chérie. Il est parfait, vraiment. Bon, maintenant que ceci est réglé, tu vas peut-être m'expliquer. Tu ne m'as pas fait venir ici pour souligner l'étrange beauté de mon caractère. Non, mais vous ne seriez d'aucune utilité si vous n'étiez pas un hibou parfait, sage et vieux. Son sourire glissa comme le soleil sur l'eau vive. Pas le temps d'expliquer avant le dîner. C'est une longue histoire et une triste histoire. Rafe va vous monter à votre grande chambre pleine de courants d'air et quand vous entendrez un bruit comme un taureau qu'on massacre, descendez. Ce sera le dîner. Rafe a inventé un truc de clairon pour me prévenir quand je traîne. Il est trop paresseux pour monter la moitié d'un mile d'escalier. Laissé à moi-même dans une chambre dont la taille et la dignité me firent l'effet d'un petit sandwich au jambon sec posé sur un plateau prévu pour la tête de sanglier traditionnelle, je poussai une fenêtre à vitraux losangés, m'affalai sur le large banc dur sous la pluie et lançai un regard noir vers la cour pavée en contrebas. Les pigeons entretenaient un grondement plaintif, bas et continu sur les toits des écuries et des dépendances, bâties en ruine avec leurs petites portes et fenêtres, leurs ardoises et leurs pierres tachées par des siècles de pluie, leurs boiseries grises et fendues, des herbes folles, de la mousse, du lichen et partout, un vert or de capitulation. Pourtant, ce n'était ni cela, ni les 1000 signes de pauvreté alentour qui m'inquiétaient tandis que j'écoutais le brou-brou des pigeons. C'était Yonkill. Il était impossible de faire davantage que de la trahir en mots, cette beauté. Et quel mot quand il s'agit d'une créature jeune, vivante, façonnée avec une exquise précision. Elle avait des cheveux crépus d'un rouge or, des yeux d'un brun chaud et changeant qui me rappelaient les giroflées au soleil. Une peau blanche comme du lait et un corps si léger, si rapide dans ses mouvements, si sûr dans son équilibre, si extraordinairement expressif de chacune de ses humeurs, qu'elle semblait avoir des ailes. Un oiseau tropical, brillant, qui file et flash de ci, de là. Mais c'était la volonté derrière ses yeux rieurs qui m'effrayait.
Sa volonté aveugle, ignorante, inflexible, une arme terrible dans des mains aussi imprudentes. Brusquement, mon rêve me posséda de nouveau. Je me hâtais dans cette vallée sombre vers les brumes, l'obscurité, la confusion. Quelqu'un avait besoin de mon aide, il fallait me presser. Et maintenant, Yonkill était à mes côtés, sa main sur mon bras, sa voix qui riait, qui persuadait, qui me disait de revenir. Elle me gênait. Je n'arrivais pas à secouer sa main qui me retenait. Son rire clair m'empêchait d'entendre ce vers quoi mes oreilles tendaient. Je ne savais qu'une seule chose. Je devais me hâter. Dans l'obscurité qui se rassemblait autour de moi, quelqu'un avait besoin de moi. Ce ne fut qu'après avoir quitté la table, qui ne paraît plus ni l'argenterie Queen Anne ni les verres de Waterford, que je compris la signification de l'apparition de Yonkill dans mon rêve, obsessionnel et troublant. La pluie et le vent avaient fait de cette nuit de mai une froide gêne. Rafe alluma le grand feu de la bibliothèque, empila des pommes de pin et des bûches jusqu'à ce qu'une flamme encourageante réchauffe une zone respectable de la haute pièce, avec ses livres moisis, ses tapis élimés et ses boiseries rongées. Stimulé par le tabac, le whisky et la compagnie de Rafe, je recommençai à reléguer mes pressentiments au rang de lubie, mais pas pour longtemps. Yonkill brûlait d'impatience. Rafe, lui, semblait réticent à m'éclairer. Il céda enfin à ses instances, décrocha d'une étagère haute un coffret de fer et le posa sur une lourde table, près du feu. Et voilà, mesdames et messieurs, voici la chance de Brownfell, garantie pour satisfaire le désir de votre cœur. Pour faire marcher sa magie, il vous faut une belle pleine lune bien ronde, une foi solide dans les fantômes et les démons, et une bouteille de mon meilleur whisky dans le ventre. Cela vous qualifiera pour communier avec le gentleman bienveillant qui est mort il y a 200 ans en espérant une résurrection extraordinaire. Sa plaisanterie fut mal reçue. La vue de cette boîte, 12 pouces sur 8 environ, me remplit d'une sensation rampante, désagréable, de peur. Je reposai mon verre et la fixai en silence. Yonkill bondit vers la table, tenta de tirer la boîte de dessous les doigts bruns de Rafe. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste de lui dire ça. Tu essaies de le mettre contre. Laisse-moi lui montrer. Aussitôt, il devint un infirmier placide et exaspérant d'une enfant gâtée. D'une main, il lui tapota les boucles cuivrées et brillantes. De l'autre, il emprisonna ses doigts impatients. Doucement, ma chérie. Souviens-toi qu'on a un invité. N'oublie pas tes manières. Il l'embrassa et la reconduisit dans un fauteuil avec une nouvelle petite tape d'avertissement sur la tête. Voici mon ancêtre, mon gentleman bienveillant, désormais connu sous le nom de B.G., et je ne me laisserai pas intimider par une femme aux cheveux rouges. Je connaissais Rafe. Il gagnait du temps. C'était l'un de ses vieux réflexes. Approchait tout ce qu'il détestait profondément avec une désinvolture imbécile. Il pouvait sans doute tromper Yonkill, mais pas moi. Alors je restai immobile et j'attendis. Mes mains et mes pieds se refroidirent malgré le feu joyeux et brûlant. J'étais d'une lucidité aiguë, mes yeux rivés au visage de Rafe, lorsque mon maudit rêve revint. Une longue vallée sombre s'étendait entre nous. Rafe s'effaça, se dissout dans le lointain, et dans une confusion de fumée et de nuit. « John, qu'est-ce qu'il y a ?» Je me retrouvai debout, clignant stupidement des yeux vers le visage alarmé de Yonkill. Rafe me regardait par-dessus la table, la bouche ouverte de surprise. « Une crampe ? Ça a dû te prendre fort, je ne t'ai jamais entendu hurler comme ça. »« Une crampe ? Non, non, c'est une dent. Je vais me la faire arracher. » Je marmonnai des excuses, me resservis, bus net, et je me sentis nettement mieux. Mon esprit se dégagea. « Bien, passons aux choses sérieuses. » J'agitai ma pipe vers la boîte posée sur la table. « Je veux savoir où j'entre là-dedans. Raconte-moi l'histoire correctement et sans détour. » « Oh, John, vous êtes un amour. Quand vous me regardez comme ça à travers ces énormes lunettes, je me sens comme un criminel devant un juge. » Yonkill se redressa très droite et leva une main comme pour prêter serment. Je promets de ne pas interrompre, sauf si j'y suis obligé.
Elle ramena ses petits chaussons verts sous elle et se pelotonna dans un coin du canapé et prit un air d'innocence patiente. Je la regardais avec un pincement au cœur. Elle était si sûre d'elle-même. Elle savait si exactement ce qu'elle voulait, et elle avait l'intention de l'obtenir à n'importe quel prix. Bon. Allez, Rafe, sors le squelette du placard. Ses lèvres se tordirent en un sourire plutôt incertain. Drôle que tu dises ça. Ce n'est pas exactement un squelette, mais c'est une partie d'un corps mort. Quoi? Ton ancêtre était embaumé? Son cœur l'était. Il souleva le lourd couvercle du coffret en parlant. Un souffle d'air mince et froid passa sur mon visage et ma nuque quand je me penchai pour regarder. Je détestais le voir debout, au-dessus de cette boîte abominable. Il y avait en elle quelque chose de si répulsif, de si funeste que ma chair frissonnait quand ses doigts touchaient le métal rouillé. Et quelque chose me dit qu'il ne faisait pas qu'ouvrir un couvercle. Il ouvrait une porte, sur quelque chose de plus mortel que la peste. Heureusement, il en sortit 2 objets tangibles. Il les posa sur la table. L'un était un petit livre épais, fermé par de larges fermoirs de laiton reliés de cuir massif. L'autre, je me levai et m'approchai pour l'examiner de plus près. Ma gorge se souleva à la vue de cette chose sombre et desséchée. J'ai vu des momies, et certaines étaient assez hideuses. J'ai rôdé dans les laboratoires, examiné des spécimens conservés dans des liquides. Beaucoup étaient franchement répugnants pour un esprit et une imagination comme les miens. Mais ce petit objet d'horreur, noir, flétri, avec un étrange éclat métallique. Stupéfait, je m'approchai encore, incapable de croire mes yeux. Puis je me redressai d'un coup sec et regardai Rafe. C'est vivant. Ça bat, cette chose bat encore. Oui. Depuis 1738, d'après la date sur la pierre tombale. Je vis qu'il partageait ma répulsion. Je me forçais à toucher le cœur et je reculais, horrifié, en découvrant que cette petite masse de muscles sombres et flétris était chaude. Yonkill battit des mains. Vous voyez? Maintenant peut-être qu'il va le convaincre, Rafe, de le faire. Oh, je t'en prie, il le faut. Elle ne se contint plus, elle jaillit vers nous. Il n'y avait pas l'ombre d'une peur sur son visage avide lorsqu'elle tendit une main délicate, exploratrice, et toucha le cœur flétri. Sa foi en lui, sa volonté de l'éprouver donnèrent du pouvoir à cette chose abominable. Je la vis gonfler sous ses doigts, je vis la pulsation devenir plus forte, plus ample. « Non, ne fais pas ça !» La voix de Rafe la coupa net, sa main arracha la sienne en arrière. Elle regarda de lui à moi, puis éclata de rire, mais ses yeux rouge-brun brillaient d'une colère impatiente. « Comme les hommes sont exaspérants. Vous avez l'air de vieilles poules avec un caneton. Je ne pensais pas que vous auriez peur vous aussi, John. » Elle me lança un regard d'orage et de mépris. La seconde d'après, elle était déjà recroquevillée dans son coin, rapide comme une rafale. « John chéri, maintenant ce cœur-là, c'est un cœur en or. Tout à fait littéralement un cœur en or, pour Rafe et moi, s'il le veut. Oh, je vois ce que vous pensez. Vous êtes sentimental, comme Rafe. Moi, je ne le suis pas. Son cœur ne réduira pas le découvert à la banque, vous le savez. Mais ce cœur-là le fera. » Je surpris le regard que Rafe lui lança, et je compris brusquement son malheur soigneusement dissimulé. Sa tour brillante de romantisme se transformait, à vue d'œil, en vieille maison exigeant des réparations urgentes. La campagne solitaire où ils auraient dû marcher ensemble, en rêve, se réduisait à un domaine dont chaque haie, chaque portail, chaque pré réclamait de l'argent. De l'argent, toujours de l'argent. Je n'avais jamais ressenti avec autant d'acuité l'étroitesse de mes propres moyens, et je me haïs pour cela. J'aurais donné n'importe quoi pour arranger les choses pour Rafe, et je haïs aussi Yonkill, déraisonnablement, férocement, de le rendre malheureux.
Mais je ne répondis pas. Je regardai Rafe. D'un geste rapide, presque dégoûté, il reprit le petit cœur répugnant, le remit dans sa boîte de métal et rabattit le couvercle avec fracas. Puis il saisit le livre trapu, relié de cuir, et je le suivis près du feu. J'étais convaincu qu'il éprouvait, comme moi, un soulagement intense à voir cette chose hors de vue. « Ne tremble pas dans tes chaussures, vieux. Je ne vais pas lire tout ce grimoire. Il est plein d'histoires et d'expériences étranges qui ne concernent pas directement notre problème. Voici le passage réellement croustillant. » Il tira d'une poche de la couverture d'une feuille jaunie, raide et craquante, et la déplia avec emphase. Voici la pomme de discorde de la maison d'Irwell, l'abeille dans le bonnet de Yonkill, ce qui met la main sur le trésor familial. Un simple bout de papier, une chose capable de déclencher n'importe quoi au monde. Guerre, duel, meurtre, tout le mal qui est ou qui sera jamais. Un chèque d'1 million est aussi un bout de papier. J'aimerais bien en avoir un à ton nom, mon cher. Ce matin, ce n'était que 100 000. Même un banquier a ses limites. Et ceux qui ne demandent pas n'obtiennent rien. Et si vous me laissiez voir ce que je pense de ton ancêtre, s'il te plaît? Il y a un préambule, mais je t'épargne les détails sur sa tombe. Elle était perdue depuis des générations. C'est Yonkill qui l'a retrouvée après avoir lu ceci. Je distinguais les caractères noirs et épais à travers le papier semi-transparent, tandis que Rafe tenait la feuille à la lumière. Il semblait la connaître presque par cœur, la façon dont il galopait sur les lignes serrées. Ce document ne concerne que ceux dans les veines desquels coule mon sang, et qui portent l'antique nom de Duel. Que tout cela lise ces mots avec foi pour croire et courage pour obéir. À eux j'accorderai le vœu qui repose le plus près de leur cœur, qu'il s'agisse de vie au-delà de la durée mortelle, de richesse, de gloire, ou des doux délices de l'amour. Que celui qui cherche mon aide le fasse en pleine connaissance de cause. Moi, le comte Duel, j'ai le pouvoir de lui donner son désir. Pour sa part, il devra observer avec la plus stricte exactitude les instructions ici écrites, sans faillir en aucun point. Que l'acte soit accompli une nuit précise, la première nuit d'un mois de juin, lorsque la lune est pleine, entre son 2e et son 3e quartier. Je devrais être invoqué par celui qui se tient près de ma tombe, avec les paroles gravées à l'intérieur de la boîte où ce document sera découvert, avec le livre et mon cœur. À la première ligne de la conjuration, mon parent allumera une flamme d'huile versée dans un bol noir placé au pied de la tombe. À la 2e ligne, il répandra de la terre sur la tombe, une terre que le feu a rendue amère, que la pluie a lavée, et sur laquelle les 4 vents ont soufflé. À la 3e ligne, il posera mon cœur à la tête de la tombe. Puis, agenouillé, il se coupera la main gauche jusqu'à ce que son sang tombe sur le cœur. Enfin, il me nommera à haute voix et formulera son souhait. Je l'entendrai, je viendrai à lui, et quel que soit le don qu'il demandera, il sera sien. Rafe s'arrêta aussi brusquement qu'il avait commencé et me tendit la feuille. Tu peux lire la conjuration toi-même. C'est un peu trop théâtral pour être déclamé à voix haute pour l'instant. Je lus en silence, puis restai à fixer le feu. Le contact du papier, son écriture noire, dure et maligne, et ses mots même, me remplirent de dégoût. Alors, pas mal commence à être, hein? Il est convaincu que si je fais mon petit numéro, il va rappliquer de... Eh bien, le livre ne laisse aucun doute sur l'endroit, avec un cadeau pour le bon garçon sous son bras fantomatique. Oui, je suis convaincu qu'il viendrait. Ah, John, tu penses vraiment qu'il y a quelque chose là-dedans? Vraiment? Oh, j'en suis ravi. Rafe a été si exaspérant à ce sujet. Maintenant, il va devoir céder. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord avec toi, l'interrompis-je. Elle se redressa d'un bond, répandant de la cendre de cigarette sur l'irisation satinée de sa robe. Une rage noire et glacée s'empara de moi, du corps et de l'esprit. Je savais que je ne lui ferais jamais comprendre, petite matérialiste gâtée. La superstition l'a poussée à s'emparer de cette richesse promise, l'ignorance l'aveuglait sur le risque hideux. Tu dis que tu crois que le comte Duel peut revenir, et qu'il pourrait rendre Rafe riche. Cela me suffit.
Ce n'est qu'un fantôme, le pauvre. Peut-être n'était-il qu'un vieil excentrique inoffensif. Inoffensif. Et ce cœur qui bat, 200 ans après sa mort? Crois-tu qu'un savoir humain non assisté puisse laisser cela derrière lui? Si la porte est ouverte, le comte Duel reviendra, mais c'est interdit. Les morts ne doivent pas revenir. Je ne vois pas pourquoi. Tu n'en sais pas plus que moi. Tu as lu trop de livres poussiéreux et tu y crois. Moi non, je suis sans préjugés. Je suis prête à prendre des risques. Tu veux dire par là que tu es prête à laisser Rafe prendre des risques? Rafe, qui écoutait avec un sourire étrange et tordu, éclata de rire. Exactement. Est-ce que c'est elle qui va faire une scène de pantomime à minuit devant la tombe d'un vieux noble douteux? Non. Est-ce qu'elle va bavarder au clair de lune avec un démon vieux de 2 siècles? Non. Est-ce qu'on lui demande de verser son sang roux sur une chose qui ressemble à un morceau de viande de chat? Non. Eh bien, Rafe, chérie, c'est probablement des balivernes, et je suis fatigué d'en discuter, mais John m'a quand même aidé. Oui, toi, cher vieux Salomon, tu m'as énormément aidé. Maintenant, je suis absolument certaine qu'il y a quelque chose là-dedans. Sinon, tu ne serais pas si inquiet. Rafe, tu as promis de te fier à l'avis de John. Il l'a donné. Il croit complètement à ton ancêtre. Moi aussi. Je ne te pardonnerai jamais si tu ne prends pas le risque. Je me redressai, presque incohérent de fureur. Yonkill. Ce à quoi je crois, c'est au risque abominable d'essayer une telle chose. Tu ne crois qu'à l'argent que tu veux, et tu fermes les yeux sur tout le reste. Crois-tu vraiment que cette chose morte ait attendu 2 siècles pour t'offrir une fortune? Oh, John, si tu pouvais te voir, on dirait un prophète mineur en action. Rafe me regardait maintenant. Tu sais assez de choses, même si elle ne les sait pas, pour comprendre la folie perverse d'un tel acte. Tu te souviens de Harland et de sa femme poisseuse, et de Browning qui marmonne dans un asile? Ce sont des hommes que nous connaissions personnellement. Et pense aux centaines d'autres qui ont cru que la nécromancie n'était qu'un jeu de salon et qui sont entrés volontairement en enfer. Il haussa les épaules. C'est étouffé. Toujours. On parle de folie, de crise cardiaque. La vérité est trop monstrueuse pour être publiée. Et il y avait du vrai dans ce que je disais. Rafe prit une attitude de détachement amusé. Je n'ai pas plongé dans les sciences occultes comme toi. Mais ce que j'en sais, je le déteste. Malgré tout, l'attitude de Yonkill, qui ne risque rien à rien, a de quoi séduire. Elle vola vers lui et prit ses mains. Ah, je savais que tu serais un ange. Tu vas vraiment essayer. Son regard, son geste lorsqu'il froissa doucement ses cheveux flamboyants suffirent à me répondre. Elle avait gagné. Je passais une nuit d'une misère noire, faite de colère, de reproches envers moi-même, de détresse, entrecoupée de rechutes dans la terreur obsédante de mon rêve. Rafe me trouva à 8 heures du matin, la pipe vide coincée entre les dents, assis sur le parapet de pierre d'un pont, le regard aussi sombre et glacé que l'eau que je contemplais lugubrement en contrebas. Ça ne vaut pas la pièce habituelle, ce que tu vois là. Enfin, il y a de quoi rendre n'importe qui morose. Mon domaine me rappelle toujours ce vers de cantique. Change and decay in all around I see. Il me tapa dans le dos. Allons. Et ne te tourmente pas de la tournure que prennent les choses. D'une façon ou d'une autre, qu'est-ce que ça change? Je suis diablement content de t'avoir ici, et j'ai bien l'intention d'en profiter tant que je peux. Oublie mardi soir, oublie ça. Après tout, on ne sait jamais. Son regard, sa voix, son contact amical me réconfortèrent. Après tout, comme il disait, on ne savait jamais. Ce fut un soulagement de me laisser duper par sa gaieté absurde. La dépression glissa de moi comme un manteau mouillé tandis que nous rentrions pour le petit déjeuner, aussi insouciants que si nous n'avions rien de plus en tête qu'une course d'aviron ou une thèse à finir. Yonkill apparut à table de fort belle humeur, adorable avec Rafe, d'une douceur moqueuse avec moi, et bien entendu elle ne parla presque que du comte Duel,
Comment, quand, où et ce qui allait se passer avec la richesse destinée à restaurer la fortune familiale. Rafe refusa d'être sérieux une seule seconde à ce sujet. Il était dans cet état d'exaltation irraisonnée qui le saisissait toujours avant une épreuve importante, à l'époque de nos études. Je crois que la date est une erreur. Je crois que le vieux voulait dire le 1er avril. Je ne lui rappelais pas que la dernière nuit de mai, cette année-là, était singulièrement appropriée au retour du comte Duel. Il en savait bien plus qu'il ne l'admettait sur la magie cérémonielle. Il était peu probable que la signification de la date de mardi lui eût échappé. Étudiants, nous avions lu ensemble le 4e livre de la philosophie occulte, les œuvres du puriste des Irandella et le grimoire du pape Honorius. Par-dessus tout, il avait lu le livre laissé par le comte Duel. Je l'avais emprunté et lu aussi, de la première à la dernière page. Il était clair que l'ancêtre de Rafe avait fini, après bien des essais, par suivre les enseignements et les pratiques de l'infâme seigneur de Carras. Ceci exigeait l'observance de l'astronomie, selon eux un tel dessein que le retour des morts ne pouvait être accompli qu'à de rares conjonctions d'étoiles, de la lune et des planètes. Rafe devait connaître ces faits. Peut-être apportera-t-il de vieux bijoux inestimables de Hongrie? Le comte Duel fut le premier de votre famille à s'installer en Angleterre, n'est-ce pas? Il est venu parce qu'il y a été poussé. On découvrit qu'il avait fait passer en contrebande des émeraudes extraites dans le haut massif des Tatras. Il a échappé par miracle à une mort spectaculaire avec des cordes et 4 chevaux, et la tradition dit que ce fut grâce aux démons qu'il servait. Des émeraudes, murmura Yankill, les yeux devenus 2 lacs d'extase. Comme j'aime les émeraudes. Je garderai la plus belle pour moi, Rafe. Tu pourras vendre les autres, si j'en ai une seule parfaite à porter. Certainement, madame. Il sortit un carnet et un crayon et prit un air affairé. Voyons. Quelle taille et quelle couleur, madame, préfère-t-elle? Ovale, ronde ou carrée? Vert ou rouge rosé? Rouge rosé, très grande, carrée, en pendentif, avec des diamants. Il mouilla la mine de son crayon et nota sa commande avec application. Tu peux enlever ce sourire supérieur, mon enfant. Les émeraudes rouges rosées existent, dit-il en ma direction. La discussion se poursuivit jusqu'à la fin du repas, puis elle annonça. Nous allons tous monter à Horsfell. J'ai trouvé un bol noir pour l'huile. Il ne nous manque plus que la terre. La terre? Monter de 500 pieds un bon dimanche de repos? Ton petit déjeuner t'est monté à la tête, mon enfant. Réfléchis encore. Et mes instructions? N'est-il pas dit que la terre doit être rendue amère par le feu, lavée par la pluie et balayée par les 4 vents? Très bien. Il y a eu un incendie de lande à Horsfell le mois dernier. C'est noir comme de la suie maintenant, détrempé par la pluie et tous les vents du monde y soufflent. Elle avait pris sa décision. Ce serait la terre de Horsfell, et le reste de la journée fut consacré à l'obtenir. Rafe et moi attendions Yankill dans la bibliothèque. Il était plus de 11 heures. Dans quelques minutes, nous partirions à travers champs vers l'endroit où se trouvait la tombe du comte Duel. D'après son livre, le comte avait été excommunié en Angleterre comme dans son pays natal et son corps enterré en terre non consacrée. C'était la curiosité infatigable de Yankill qui avait découvert la tombe et sa pierre brisée dans l'un des prés éloignés de Rafe. Cette découverte initiale l'avait décidé à mener à bien le reste des instructions. Qui a trouvé la boîte en réalité? Demandai-je. La contrainte entre Rafe et moi ce dernier jour m'avait presque rendu fou. Il avait évité avec constance de se retrouver seul avec moi malgré mes efforts, et aujourd'hui, pour la première fois, Yankill avait fléchi dans son projet, trop fière pour avouer qu'elle avait peur. Elle avait tenté par détour de faire changer Rafe d'avis. Il avait balayé ses tentatives, refusé d'annuler le rendez-vous qu'il avait fixé avec son ancêtre. Mais son hésitation avait donné un mince espoir. « Est-ce toi qui as trouvé la boîte ?» Il me lança un regard oblique, à moitié spéculatif, à moitié triste. C'est elle qui m'a trouvé. Elle est tombée du haut d'une étagère. Je n'ai aucun souvenir de l'avoir vue auparavant dans la maison. Mon père n'en a jamais parlé. Elle devait être dissimulée.
Elle est tombée avec fracas à mes pieds et le livre et le cœur ont roulé sur le sol. Rafe, n'y va pas. Même Yonkil n'en veut plus vraiment. Tu connais le risque. Pourquoi? Je le connais, vieux. Mais je dois aller jusqu'au bout. Ces 6 derniers mois avec Yonkil ont été un paradis, mais ça ne peut pas durer. Nous nous sommes mariés à la hâte et je refuse qu'elle se repente à loisir. Il y a une chance sur 1 million que je m'en sorte, riche ou non, ce soir. Mais elle se souviendra que j'ai essayé. C'est plus facile de mourir que de la perdre. Les pas légers de son épouse retentirent sur l'escalier. Êtes-vous prêt? Il est juste 11 heures. Nous devrions partir. Nous traversâmes le grand hall sonore. Nos pas claquaient lugubrement sur les carreaux rouges anciens. Dois-je prendre le panier de pique-nique? Rafe prit la boîte du comte Duel dans un coffre de chêne. Champagne et huîtres. Parfait. Allons-y. La nuit était fraîche, presque froide. Le vent frémissait dans les cimes. Les grands ormes solennels de l'avenue murmuraient avec inquiétude tandis que nous passions sous leur double rang. Au-dessus de nous, un ciel éclatant d'étoiles et une lune superbe naviguant en pleine majesté. Je me demandais si quelque part là-haut un autre monde connaissait une amertume, une horreur, un mal semblable au nôtre. Soudain, mon rêve effaça lune, étoile et terre. J'avais atteint l'extrémité de cette vallée effroyable. Devant moi, un sentier brisé descendait vers le bord d'un gouffre béant. Et le long de ce sentier avançait d'un pas résolu une haute silhouette. Rafe. Je trébuchai à sa suite, le rêve se dissipa comme une brume. Nous étions de nouveau dans un chemin sous la lune menaçante, la lune qui allait bientôt éclairer le comte Duel sortant de l'enfer. Yonkil tourna vers un vieux passage de pierre plate. Nous traversâmes un champ, puis un autre, jusqu'au terrain rocailleux et désert. La tombe. Elle était là. La lune impitoyable révélait chaque brin d'herbe, chaque pierre. Des plantes vénéneuses couvraient la tombe. Jusquiam, vipérine, belladone, champignons écarlates tachetés. La pierre, fissurée, penchait de travers. On pouvait à peine distinguer comte Duel, mort en 1738. Un avertissement à tous ceux qui lisent. Rafe consulta sa montre. La lune atteignait son zénith fatal. Il ôta une dernière fois, eut son armure de plaisanterie. Faisons place au comte Duel. Il sortit le cœur, le posa à la tête de la tombe. Je le vis palpiter, luire comme du cuivre terni. Il versa l'huile dans le bol noir, dispersa la terre brûlée, s'agenouilla et se tailla la main. Réveille-toi, comte Duel. Reviens d'entre les morts. Donne-moi la richesse. Le sol se fendit, le feu jaillit, glacé comme le vent d'un glacier. Le cœur disparut et le silence tomba. La tombe s'ouvrit, une fumée sombre s'éleva, se condensa et prit forme. Un corps, des mains pourries. Yonkil cria. Elle fut arrachée à moi, jetée à terre, étranglée. La chose retourna à la tombe. La terre se referma, et je courus vers Rafe. Un mois plus tard, Rafe n'était pas mort, mais il aurait dû l'être. Par un miracle infernal, il survécut. Il se réveilla après 1 semaine avec tous ses souvenirs. Il sera pendu dans 2 mois. Il a avoué le meurtre de sa femme. Un testament fut découvert, des émeraudes, une fortune. J'ai brûlé le livre, jeté la boîte dans le lac Derwent, et le cœur a disparu. Le comte Duel reviendra. Quand Rafe mourra, il recherchera Yonkil, et il ne la trouvera jamais. Et moi, s'il me reste une raison de vivre dans ce monde d'ombre, ce sera d'apprendre comment le détruire.
chat. I see you. I have like all those 500 things going, and then holding a button to talk is yeah. Anyways, work, right? Yeah, I asked if your hair while it was bright, if it was, if you could turn off the lights and you could still see the red. Oh, probably. Cool. I mean, I don't know. I mean, no, it's not self-lighted. Lua. You can't have hair which is bright in the dark. Why not? I remember, like in the 90s, oh, can you say? Oh no. Hello? My push to mute is only working if I tab freaking Discord. Oh, fix, open Discord as admin. That should fix it. Okay, thank you. We go. Hold on. Hold on. How do I close Discord? Did it work? I never closed Discord. Yeah, Hello? I don't normally either, but you know in the taskbar, you know how to close it, right? Yes? Yeah. Hold on.